Et je remercie Catherine Canazzi d'être montée jusqu'à nous, d'avoir quitté le soleil du sud pour venir à Paris où il pleut. Et donc Catherine va nous expliquer pourquoi et comment les bibliothèques s'emparent des questions livres et petite enfance. Catherine est responsable du service livres et lecture au département du Vaucluse. Elle va nous parler essentiellement du travail que peuvent faire les bibliothèques sur le terrain. À toi, Catherine. Donc, d'où je parle, effectivement, je parle depuis un département, le département de Vaucluse, où je suis responsable du service livre et lecture, c'est-à-dire en fait la bibliothèque départementale du Vaucluse. Donc, en préambule, je dirais que les bibliothèques sont convaincues, vous vous en doutez, du bien fondé de la lecture d'albums aux tout-petits. Elles rassemblent en leur sein des collections de contes, de comptines, qui disent également toute la place qu'elles accordent à l'oralité. Elles croient au lien intrinsèque entre la familiarisation précoce avec le livre et la lecture et la lutte contre les inégalités sociales. Elles sont des lieux de transmission, de savoir, de culture, donc disons que cela leur donne toute raison de s'impliquer. Alors comment s'y prennent-elles ? En premier lieu par la constitution de fonds de livres, des fonds de qualité qu'elles donnent à voir, à découvrir, et sur lesquels elles apportent conseils et expertise. Les bibliothèques sont des lieux de médiation. Ensuite, par l'accueil de personnel petite enfance pour des choix de livres, des séances de lecture partagées, par l'organisation, souvent, d'heures du conte, et puis par la sensibilisation des parents, leur encouragement à la découverte et à la valorisation des albums pour les tout-petits. Ce qui se joue là, en leur sein, c'est l'inscription du livre et de la lecture au cœur de la vie du tout-petit. Au niveau communal, donc au niveau d'une commune, les bibliothèques font souvent vivre la transversalité entre des professionnels de la petite enfance et des professionnels du livre. Elles donnent corps, oserais-je dire, incarnent le nécessaire rapprochement entre professionnels. Au niveau départemental, la question se pose un peu différemment. Qu'est-ce qui peut donc être fait au niveau d'un département ? Et c'est ce sur quoi je me concentrerai plus particulièrement. Le département, c'est un échelon qui devrait permettre le déploiement d'une politique de plus grande ampleur. C'est en effet un positionnement qui permet d'avoir une vue globale de l'ensemble des acteurs de terrain et la mise en place d'une politique publique par la mise en relation de ces acteurs. Qui dit politique publique suppose donc la définition d'objectifs, la mise en œuvre d'actions, des moyens et une évaluation. Alors disons un mot des objectifs. Il s'agit bien de convaincre de la nécessité de sensibiliser les tout-petits aux livres et à la lecture. Convaincre des personnels petite enfance, par exemple. Mettre en place des temps de lecture partagés entre un adulte et un enfant afin de tenter d'instaurer une habitude de fréquentation avec le livre. Et mettre tout ce petit monde en situation, si j'ose dire, afin que parents comme enfants éprouvent par là même ce qui se joue dans cette relation. Objectif toujours tisser du lien, des liens et un rapport privilégié entre l'adulte et l'enfant et permettre ce que j'appelle assez volontiers une entrée en littérature par la rencontre avec des auteurs et des autrices et des œuvres singulières.
Voilà pour les objectifs qu'un département peut se fixer et énoncer. Des actions. Quelle mise en œuvre concrète? Alors en premier lieu, ce sur quoi nous avons mis l'accent, ce sont des formations conjointes entre des bibliothécaires, des personnels qui travaillent en bibliothèque et des personnels petite enfance. Notre exemple le plus significatif est la journée petite enfance, dont nous avons fêté cette année les 20 ans, qui a rassemblé certaines années jusqu'à 250 personnes, avec une majorité, il faut le dire, de personnel petite enfance. On y a abordé des thématiques variées, des intervenants de renom sont intervenus, et la volonté toujours de faire se croiser des points de vue, ceux que des spécialistes du livre peuvent porter sur des albums, et la réception qu'en ont les personnels petite enfance et les enfants qu'ils ont en charge. Comme je le répète chaque année en ouverture de ces journées, si elles servaient simplement à faire que des personnels petite enfance poussent la porte de la bibliothèque, un grand pas serait franchi. Des formations, donc, et des formations qui sont inscrites au catalogue de formation du service livret-lecture. Par exemple, une formation sur l'accueil des tout-petits en bibliothèque, ou encore la lecture d'albums à des tout-petits, etc. Ensuite, chose qu'on peut faire au niveau d'un département et qui se fait assez couramment, le prêt de supports ou d'outils d'animation et avec le prêt de ces outils d'animation, la formation à leur utilisation. Par exemple, l'exposition conçue par l'auteure-illustratrice Corinne Dreyfus dans mes livres il y a, ou encore animer des comptes en tissu. Vous savez que les comptes en tissu, c'est une marque déposée par l'association Passerelle Insertion. Donc le compte en tissu est composé d'un décor et de personnages et accessoires mobiles qui illustrent le récit. Le service livret-lecture dispose de 5 comptes en tissu qui sont tous inspirés d'albums de littérature jeunesse. Exemple encore, proposer une séance de lecture avec un tapis lecture. Vous connaissez sans doute aussi ce type de support. Douillet, sécurisant, le tapis de lecture est un outil ludique d'aide à la lecture pour les bibliothèques et ou les personnels petite enfance. Il permet une approche différente de la littérature jeunesse en proposant une variété d'ouvrages propices à la découverte. Parmi ces supports, il y a aussi des valises thématiques. Par exemple, une valise sur les albums tactiles, des ouvrages en braille et en gros caractères avec des illustrations en relief, fortement inspirées du catalogue des Doigts qui rêvent. Créé pour des enfants aveugles ou malvoyants, il s'adresse également à des enfants voyants. Ce sont des histoires en effet à entendre, à toucher, à goûter, à sentir, à voir, avec ses doigts, pour des séances de lecture différentes. Exemple encore, Bruno Munari, une sélection d'une vingtaine d'ouvrages dont les fameux prélivres, 12 petits livres carrés en papier, bois, carton, que vous connaissez certainement, des jeux de formes, de matière, de mots, etc. Ou encore les livres d'artistes de Katsumi Komagata, livres d'artistes pour la jeunesse afin de favoriser la rencontre entre le jeune public et cet artiste japonais. Ces livres jouent sur la couleur des papiers, les superpositions, le raffinement du grain de papier, les découpes, les pliages. Autant de possibilités offertes. Autre type de choses que peut faire un département, il peut organiser des tournées dans des bibliothèques et des structures petite enfance. Nous en avons organisé une en 2021 avec Pascal Imbert, qui propose des activités d'éveil artistique et culturel précisément autour de l'œuvre de Komagata et de Munari. Une est en train de se dérouler, proposée par la compagnie Okyo, qui est une compagnie installée dans le département de Vaucluse, qui propose un parcours sensoriel et musical dans différents modules représentant la forêt, les bois, etc. Donc on voit bien, à travers
ses propositions. Là, vous avez quelques détails sur les tournées qui se sont passées. Donc, celle de Pascal Imbert en 2021. Donc, c'était le petit laïus accompagnant cette proposition de tournée, histoire de les resituer dans un cadre plus global pour nos interlocuteurs que sont les bibliothèques et les structures petite enfance susceptibles d'accueillir ces tournées. C'est une manière pour un département d'aller au-delà et au-devant des structures et des bibliothèques. Puisqu'a priori, notre particularité, c'est de ne pas être en contact avec le public, alors on triche. Donc on voit bien au travers de ces propositions, ces différentes actions, qu'il s'agit toujours de favoriser le lien entre un adulte et un enfant, y compris par le truchement d'une communication non verbale. Il s'agit également de participer à l'éveil artistique du tout petit, de développer tous les sens, d'encourager des partenariats entre bibliothèques et structures petite enfance. Autre moyen d'intervention, bien évidemment, des dotations de livres. Sachant que ces dotations n'ont de sens que si elles sont accompagnées, explicitées, mises au service d'un projet. Et ça, c'est pas toujours facile de convaincre nos interlocuteurs en ce sens. Une enquête préalable avait révélé la pauvreté des fonds dont disposent les structures. Nous avons donc décidé d'y remédier en proposant des dotations de livres dans des EDES. Les EDES sont des espaces départementaux de solidarité. Il y en a 14 sur le département. Chaque EDES a reçu une caisse d'une 60aine d'albums et s'est vu proposer un temps spécifique de sensibilisation à l'album, ainsi qu'une aide au montage de projets. Ça ne prend pas énormément de temps, ça prend une journée à une journée et demie, mais c'est absolument essentiel parce que, effectivement, les personnels sont souvent très, très embarrassés, sont contents d'avoir des livres, en plus des beaux livres, mais monter un projet qui soit cohérent, c'est souvent une difficulté supplémentaire. Nous en avons aussi proposé au relais petite enfance, les RPE, au nombre de 26, qui se sont vus proposer des malles d'une 30aine d'albums chacun. Enfin, il y a un petit volet communication avec la Ronde des livres, qui est une newsletter envoyée par mail aux personnes des RPE, donc des relais petite enfance, 2 fois par an. Ça a commencé en 2012 et ça perdure. Et puis, on s'est essayé à un autre format, Né pour lire, une infolettre à destination de tous les personnels petite enfance, en introduisant différentes rubriques, avec par exemple des focus sur les outils d'animation qu'on met à disposition, sur les formations qu'on propose, avec une périodicité de 3 fois par an. On a commencé en 2021, on s'est arrêté au bout de 6 numéros. Mauvaise temporalité, trop d'informations, trop de numérique, je ne sais pas. En tout cas, on a fait le constat que cette infolettre n'était pas ouverte, tout simplement. Un mot de l'aide au montage de projets. En fait, nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'envie venant du terrain. Mais d'une part, une absence de moyens, d'autre part, une véritable difficulté. Il faut quand même dire, et je suis obligée d'en parler puisque je travaille au niveau du département, que nous rencontrons quand même beaucoup de résistance au niveau de notre tutelle. Parce que pour le département, ce n'est pas une priorité d'une part, et ils recherchent des acteurs de terrain, et quand on vient les sensibiliser à ces questions, ils se demandent pourquoi ce n'est pas nous qui n'intervenons pas sur le terrain. Sauf que pour nous, ce n'est pas possible d'intervenir sur le terrain. On a donc évoqué avec eux la possibilité de faire intervenir des acteurs locaux, associatifs notamment, dont on soit sûr, si j'ose dire, mais à ce moment-là, ils se montrent très circonspects. Des animations conjointes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau d'un département, nous offrons des moyens, certes, et une logistique, parce qu'on est en
en relation avec des acteurs de terrain, mais nous n'avons pas à proprement parler les moyens d'intervenir nous-mêmes sur le terrain. Nous accompagnons dès que nécessaire, mais nous ne faisons pas à la place d'eux. Et c'est une logique difficile à appréhender par nos interlocuteurs, clairement. Un mot des moyens que nous consacrons à ces actions. Nous disposons depuis je ne sais plus quelle année, mais depuis un certain temps, de la labellisation première page. Donc nous mobilisons des crédits d'achat de livres et des crédits d'animation. En fait, au risque de choquer certains, je trouve que nos moyens sont relativement modestes par rapport aux actions engagées. Je veux dire que ce que nous faisons ne coûte pas si cher que ça, et que grâce à la labellisation première page, non seulement nous nous sentons reconnus dans nos actions, mais en outre, les moyens mobilisés ne sont pas énormes et en l'état actuel des choses n'ont pas forcément vocation à être augmentés de manière significative, sauf à développer un nouveau projet. Nous en avons un d'ailleurs, mais pour l'instant, on nous dit que ce n'est pas le moment. C'est un projet qui tournerait autour du carnet de santé. Donc, les moyens que nous mobilisons, c'est en fait 10 à 12 000 euros par an, dont 6 000 euros proviennent de la labellisation première page. Donc, toute proportion gardée, ça me paraît assez modeste. L'évaluation. Alors, c'est un chapitre que les bibliothécaires n'aiment pas trop évoquer, au nom de la gratuité de nos actions, au nom aussi de la liberté du tout petit de se saisir ou pas des propositions qui lui sont faites. En fait, se pose surtout la question de l'évaluation de ce travail de sensibilisation, formation des personnels petite enfance. Autrement dit, quel impact, quel réinvestissement dans leur pratique. En fait, il est difficile de mesurer, à proprement parler, ces répercussions. Le travail de conviction que nous menons sans relâche doit être recommencé avec tout nouvel interlocuteur. Une véritable évaluation, comme celle de la journée petite enfance, événement attendu, événement très prisé, devrait être conduite conjointement par les services sociaux et par nous. Ils s'y refusent. Nous restons donc finalement au stade très insuffisant à notre sens de l'enquête de satisfaction. Alors certes, elle est positive, mais ça ne nous suffit pas. Évaluer la fréquentation des lieux du livre à l'aune de cette familiarisation précoce avec le livre, évaluer l'impact de ces actions sur les fractures sociales qui sont à l'œuvre, voilà qui est très complexe et qui nécessiterait à l'évidence des moyens spécifiques. Il faut évoquer, comme je l'ai déjà fait, les difficiles transversalités eu égard à des politiques publiques qui fonctionnent en silo. Il ne faut pas taire ces freins, les incompréhensions, les résistances qui sont encore à l'œuvre. Il faut donc toujours se remettre sur l'ouvrage avec l'énergie et la conviction requises. Nous n'en manquons pas. Mais nos interlocuteurs sont souvent eux-mêmes confrontés à des difficultés en termes de ressources humaines ou à ce qu'ils considèrent sans doute à juste titre comme de vraies urgences. Alors, en conclusion, après je répondrai aux questions si vous en avez, je ne sais pas si j'ai répondu comme il le faut à la question qui m'était posée. D'où je suis, c'est-à-dire dans un département, je vous ai brossé le tableau de ce qu'on peut faire. Beaucoup de bibliothèques départementales font des choses comparables. Il n'y a rien d'exemplaire, oserais-je dire, ou d'innovant dans ce que nous faisons. Ce sont des choses modestes, mais qui font sens, ce qui me paraît essentiel. Ce que j'ai envie de dire, ma contribution, car je ne peux pas répondre en ma qualité à des questions qui relèvent de scientifiques ou de psycholinguistes comme Evelio Cabrero-Parra, c'est qu'une des clés pour appréhender les actions menées au niveau d'un département, c'est de comprendre qu'une politique publique du livre doit être transverse, par essence. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Nous étions rattachés jusqu'à il y a peu à la direction
insertion, emploi et solidarité, et ça m'allait très bien. Changement politique, on nous a remis à la direction patrimoine et culture, parce que ça passait pas. Et pourtant, je ne me suis jamais aussi sentie bien que quand nous étions rattachés à cette direction insertion, emploi et solidarité, parce qu'on faisait découvrir des choses auxquelles personne ne pense. Avec le patrimoine, et on en a en Vaucluse, et la culture, n'en parlons pas, on se sent beaucoup plus à l'étroit. Donc, si le but, c'est bien de lutter contre les fractures et les inégalités sociales, parce que le rapport au livre et à la lecture en sont une traduction, eh bien, il faut aborder les choses par l'angle social. Comment en effet prévenir l'illettrisme sans s'interroger sur le rapport au livre et à l'écrit dès le plus jeune âge, dans les familles et dans les lieux d'accueil de la petite enfance? Fréquenter les lieux du livre, être familiarisé avec, ça se cultive comme un germe en devenir. Ici présent, nous y croyons tous. Mais ça repose en partie sur la place que prennent ou pas les bibliothèques, les partenariats qu'elles nouent localement, les passerelles qu'elles construisent avec des acteurs de la petite enfance, mais sans doute pas que. Une politique transverse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'on ne peut pas parler éducation sans prendre en compte le champ du livre et de l'écrit, qu'on ne peut pas faire non plus du culturel sans intégrer la lecture, la littérature. Le concept de santé culturelle développé par Sophie Marinopoulos est à cet égard très porteur et très riche. Car la santé culturelle ressort bien d'une politique de prévention, de soins, et je me suis noté entre parenthèses nourricier, d'écoute, de vigilance. Faire une place donc aux nourritures de l'esprit, autant qu'à celle du corps, qui souvent prévalent dans l'esprit de ceux qui œuvrent pour la protection. Surtout affirmer que la santé et le développement d'un être en devenir sont un tout, global, qui doit nous convaincre du rôle essentiel de la langue du récit, porteuse de la découverte de l'altérité et de la construction d'un rapport au monde. Fort de ce constat, il faut hybrider les politiques publiques, de la culture, de l'éducation, du social, de cette composante fondamentale qu'est le rapport au livre, à l'écrit, à la langue du récit. C'est la condition d'un travail en bonne intelligence avec les différents acteurs des politiques publiques. Le seul, à mon sens, qui puisse peut-être permettre de réduire les inégalités d'accès au livre et les fractures sociales. Le seul également qui donne tout son sens à l'appropriation du monde qui nous entoure. C'est en tout cas ma conviction et c'est celle que j'ai souhaité partager avec vous. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Catherine. Je crois qu'on a bien vu avec toi quelle pouvait être la place des bibliothèques dans ces dispositifs. C'était très complémentaire des interventions précédentes. Je crois qu'on a bien vu que en fait, ces actions qui étaient menées autour du livre et des tout-petits avaient un vrai sens, permettaient d'assurer, de faciliter le développement de l'enfant, de compenser les déséquilibres culturels et que ce travail ne pouvait être qu'un travail de fourmi et travailler sur le temps long. Et je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, on rencontre aujourd'hui un certain nombre de difficultés à faire comprendre ces notions-là et à faire accepter que toute action efficace n'est pas forcément extrêmement visible. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont un peu souterraines, qui se passent dans le calme, dans le silence, mais qui pourtant produisent leurs effets. Donc on peut espérer que les personnes qui sont, comme tu le disais, ce sont des actions qui en fait sont peu coûteuses. Quand là, moi, j'observais par exemple le budget de l'association par rapport aux services qu'elle rendait, mais c'est peu coûteux. C'est vraiment, c'est rien. Et c'est la même chose pour beaucoup de bibliothèques. C'est des actions qui sont relativement peu coûteuses
en regard d'autre chose. Mais effectivement, on a quand même beaucoup de mal à le faire comprendre et à être soutenu en fait par les pouvoirs politiques aujourd'hui, alors que ce sont de vraies actions de prévention de l'illettrisme et qui permettent effectivement de promouvoir la santé culturelle de beaucoup de populations.